Et voilà pour ce moment. Je vous propose de retrouver Madame Frédérique Descherf qui prendra la parole dans quelques instants avec ce petit message. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons causer prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Cet adage a beaucoup de sens. Vous le savez, en fait, la prévention du bien vieillir est un enjeu déterminant pour vivre pleinement en santé le plus longtemps possible. Les études le disent, la santé dépend à 70% de nos habitudes de vie, de nos comportements et à 30% de notre capital génétique. Et quel que soit notre âge, on peut agir pour vivre mieux, plus longtemps. Depuis près de 40 ans, à l'Agir Carco, nous proposons à nos ressortissants des bilans de prévention. Ces bilans de prévention, c'est un exemple, mais ça vous permet d'avoir une évaluation de votre situation au niveau médical, au niveau psychologique et au niveau social. Vous ressortez de ces bilans avec des conseils individualisés, personnalisés sur, par exemple, votre sommeil, sur votre alimentation et sur votre stimulation cognitive. Vous l'avez compris, la prévention, c'est l'occasion de se donner des bonnes habitudes de vie, des bons comportements pour savourer tous les instants de la vie. C'est plutôt intéressant comme idée. Je vous encourage à suivre cette conférence. Bonne conférence à vous. On invite Madame Muriel Koenig, le docteur Nicole Rossler ainsi que Madame Baumer à me rejoindre pour cette conférence sur une journée en pleine forme pour des nuits sereines. Bonjour à vous mesdames, bienvenue Madame Koenig pour ce message que vous devez nous donner sur l'Agir Arco qui vous invite toutes et toutes aujourd'hui, je le rappelle. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Madame Nicole Rössler qui prendra la parole dans quelques instants et qui est docteur au centre de prévention de l'Agir Arco, ainsi que Madame Aurélie Baumer, qui est psychologue aussi. Bonjour. Et on aura la chance de la retrouver aussi tout à l'heure dans une seconde partie. Madame Koenig, je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez. Mon micro. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette visioconférence dédiée à la prévention où nous allons aborder le sujet du sommeil. Je suis Muriel Koenig, je suis chargée d'activité auprès des comités d'action sociale Agir Carco sur l'Alsace-Moselle et sur le Nord-Est. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous connaissez tous l'adage « mieux vaut prévenir que guérir », qui revêt tout son sens dans notre quête pour un bien vieillir harmonieux. La prévention est un défi majeur afin de vivre en pleine santé aussi longtemps que possible. Les études démontrent que notre santé dépend de notre mode de vie et de nos comportements. Dans ce cadre, le sommeil joue un rôle essentiel pour notre bien-être et notre santé quotidienne. Comprendre le sommeil dans le contexte de l'avancée en âge est important. Il affecte notre énergie, mais également notre humeur et notre qualité de vie. Aujourd'hui, nous avons donc rassemblé toutes les informations utiles et les conseils pratiques pour justement favoriser le sommeil. Je vais donc vous laisser en compagnie de nos deux intervenantes du jour qui sont rattachées au Centre de prévention Agir Carco de Strasbourg, le docteur Nicole Rössler et Aurélie Baumert. Elles vont vous accompagner tout au long de cette conférence organisée et financée par l'Agir Carco dans le cadre des mardis de l'Agir Carco. Et donc, cette conférence est intitulée « Une journée en pleine forme pour des nuits sereines ». Je vous souhaite une belle conférence et je vous retrouve à la conclusion en toute fin. Merci à vous. À vous, Madame Koenig, d'avoir pu nous accompagner sur cette introduction. On va laisser bien sûr le document à Madame Nicole Rössler et puis Madame Baumer. On se retrouve un petit peu plus tard. Merci à vous. Et je vous propose de retrouver tout de suite le document. Alors c'est parti.
Bonjour à tous et donc bienvenue. Donc nous allons parler sommeil aujourd'hui. Alors le sommeil n'est pas simplement une pause dans notre journée, c'est aussi une phase cruciale pour notre santé physique et mentale. Une bonne préparation au sommeil peut transformer nos nuits et nous permettre de nous réveiller reposés et revitalisés. Aujourd'hui, nous allons envisager ensemble les différentes stratégies et rituels qui peuvent nous aider à créer un environnement propice au sommeil, à apaiser notre esprit et à préparer notre corps à cette période de repos tellement nécessaire. Alors, le sommeil, occupe une grande partie de notre vie. Un bébé dort environ 20 heures par jour, un adulte 7 heures. L'homme passe à peu près un tiers de sa vie à dormir. À 60 ans, il aura dormi 20 ans et ce temps passé en sommeil n'est pas, du temps perdu, c'est un temps indispensable de reconstruction et de régénération. Le sommeil est en effet indispensable à la récupération de nos forces physiques et psychiques. On a bien sûr, des particularités individuelles. Vous avez des dormeurs longs ou courts. Le court dormeur, ne va dormir que 5 à 6 heures par jour. On cite souvent Napoléon qui dormait 4 heures. Le moyen dormeur, 7 à 8 heures par jour. Les longs dormeurs dorment plus de 9 heures. Einstein dormait, paraît-il, 10 heures. On peut être également plus tôt du matin, plus tôt du soir. Quoi qu'il en soit, la durée nécessaire du sommeil est propre à chacun. C'est celle avec laquelle on se sent bien le lendemain. Alors, la périodicité de la veille et du sommeil est circadienne, c'est-à-dire qu'elle suit le rythme d'une horloge biologique d'environ 24 heures. Et cette horloge est synchronisée par l'alternance du jour et de la nuit et par le rythme de l'activité sociale. Le sommeil se divise en cycles récurrents, qui varient d'un individu à l'autre et on observe 4 à 6 cycles par nuit. Alors vous avez ici schématisé sous forme de petits trains, hein, le fameux petit train du sommeil. Alors vous avez au stade 1, on est, en phase d'endormissement, c'est-à-dire en état de transition entre le sommeil et l'éveil. On a une sensation de somnolence, les bruits extérieurs sont toujours audibles. Au stade 2, on est en état de sommeil confirmé, on dort, on n'en a plus conscience. C'est le sommeil lent avec un signal graphique sur les enregistrements caractéristiques. Au stade 3 et 4, on est là dans le sommeil profond. Alors on a une baisse de la température du corps, la respiration est profonde, le corps est immobile. La personne dort profondément et il est très difficile de la réveiller. Ce sommeil lent a une fonction restauratrice, c'est, la phase de repos et de récupération. Chez l'enfant d'ailleurs, c'est dans cette phase-là qu'est sécrétée l'hormone de la croissance. Ce sommeil profond, sert, à la reconstitution des réserves protéiques et énergétiques. C'est le sommeil le plus récupérateur. En dernier lieu, on a le sommeil paradoxal qui comporte, lui, une intense activité cérébrale qui est proche de l'éveil avec des modifications de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la respiration qui devient irrégulière avec parfois des pauses, voire des apnées. Surviennent des mouvements oculaires rapides qui sont spécifiques du sommeil paradoxal et c'est également le moment privilégié du rêve. C'est un sommeil agité, comme si le dormeur allait participer à ses rêves. Et alors paradoxalement, d'où son nom, le corps est complètement inerte, avec une paralysie des muscles qui contraste avec l'intense activité du cerveau. Ce mécanisme protecteur nous empêche en fait de nous lever pendant notre sommeil
et de «vivre nos rêves» entre guillemets. Chez les personnes somnambules, ce système protecteur ne fonctionne pas bien. C'est pourquoi elles peuvent se lever et se déplacer pendant leur sommeil. Alors la durée des périodes de sommeil paradoxal avec les rêves va s'allonger progressivement au cours de la nuit. C'est ainsi que la première partie de la nuit voit prédominer le sommeil lent, profond, physiquement réparateur, tandis que la seconde partie, plus riche en sommeil paradoxal, est plus favorable à la récupération psychique et nerveuse et à la consolidation de la mémoire. Il faut savoir respecter les signes annonciateurs du sommeil. Vous avez des signes généraux et musculaires comme des bâillements, les paupières sont lourdes, on a des clignements des paupières, une impression de flou visuel, une raideur de la nuque, des crampes, des fourmillements, des frissons. Également des phénomènes intellectuels avec une baisse de la concentration, des troubles de la mémoire, un ralentissement des réflexes. Alors le sommeil, dépend bien sûr du rythme biologique, mais également des conditions dans lesquelles va se dérouler la nuit. Donc afin de se préparer à ce long moment qui va être sans activité particulière autre que celle de dormir, il est important de porter attention à l'organisation de nos journées et à l'environnement du sommeil. C'est ainsi que l'hygiène du sommeil est fondamentale. Il faudrait se coucher à une heure, favorable au sommeil, toujours la même de préférence, après un rituel. Le fait d'instaurer un rituel avant d'aller se coucher, conditionne à l'endormissement et envoie à notre cerveau un signal d'apaisement qui est favorable à la détente. Le rituel du coucher est propre à chacun, ma collègue madame Baumert vous en reparlera. On conseille, au moment d'aller se coucher de faire une activité calme. On peut lire, tenir un petit journal, écouter de la musique douce. Il faut réduire le temps passé au lit, pas se coucher trop tôt pour lutter contre l'avance de phase, se lever de préférence à heure fixe, veiller à ce que la température de la chambre ne dépasse pas 20°. La température, optimale entre 18 et 19° est conseillée pour dormir. Bon, ça c'est vite dit, mais quand on est en juin en pleine canicule, on est plutôt pas bon, mais on fait avec. Alors, le bruit, c'est important aussi bien sûr, donc faire silence dans la chambre, permet une meilleure qualité du sommeil. On évite si possible les fenêtres, enfin les chambres dont les fenêtres donnent sur la rue. On choisit du double vitrage, on opte pour des bouchons d'oreilles en mousse et également on conseille d'éviter de dormir avec l'animal de compagnie qui va être susceptible de vous réveiller par ses allées et venues nocturnes. Le lit lui-même doit être, dédié au sommeil et non pas utilisé pour faire autre chose, hein, pour regarder la télé, prendre son repas, classer ses papiers et cetera. Et donc on conseille aussi de prendre soin de sa literie et de la changer régulièrement, environ tous les 10 ans. On peut penser au matelas à mémoire de forme qui, évite l'envie, de se retourner et puis qui est, conseillé en cas de douleur. On pense également à la position sur le côté, avec un oreiller entre les jambes qui permet de garder la colonne vertébrale bien droite. On conseille, d'aérer, au moins 10 minutes, par jour, la chambre à coucher. Alors, une bonne hygiène de vie va favoriser le bien dormir et elle consiste à maintenir des activités régulières. Donc on conseille de se lever à des horaires réguliers, de faire une activité physique ou une mobilisation dès le matin
Alors, il n'est pas nécessaire de se rendre, à la salle de sport, à la piscine, au tennis ou autre mais simplement une marche d'un pas vif va déjà constituer un excellent exercice. Ce qui compte, c'est la régularité, au moins 30 minutes tous les jours, un peu plus longtemps le week-end, varier l'exercice, entre la marche, la gymnastique, le vélo. Pratiquer l'exercice si possible en extérieur et puis à plusieurs, ce qui permet de maintenir du lien social et de rendre plus ludique la pratique sportive. On conseille de prendre ses repas, de la journée à des heures régulières et très important de s'exposer à la lumière naturelle, le plus souvent, le plus longtemps possible à la lumière du jour. Au passage, il est, conseillé de traiter toutes les pathologies oculaires, comme la cataracte qui peut, empêcher, la perception, pleine et entière de la belle lumière du jour. On conseille un repos en fin après le repas. Donc si vous avez besoin de faire une sieste, ça peut être bien. On déconseille d'aller au-delà de 15 à 20 minutes. Alors qu'est-ce qui peut influencer sur l'endormissement? Ça va être bien sûr la consommation trop importante d'excitants. Donc là, vous avez dans le tableau le pourcentage, en milligrammes de caféine des différentes boissons. Donc on conseille d'arrêter le café, le thé et autres excitants 4 à 6 heures avant d'aller se coucher, sachant que le pic de caféine dans le corps est atteint 15 à 45 minutes après l'ingestion et que 3 heures sont nécessaires pour éliminer 50 de la caféine ingérée. De nombreux médicaments sont pourvoyeurs d'insomnie. Des médicaments qui sont fréquemment prescrits, hein, surtout chez les personnes après d'un certain âge qui sont polymédicamentées. Donc, ça va être les médicaments du système nerveux, des médicaments du système cardiovasculaire, endocrinien, respiratoires, certains antibiotiques. Donc, si vous souffrez de troubles du sommeil, c'est très important de penser à revoir, avec, votre médecin traitant, de revoir l'ensemble de votre ordonnance, pour, à la recherche, d'un coupable, hein. Alors, ce qui peut influer sur l'endormissement, ça va être des activités trop stimulantes le soir et notamment l'exposition à la lumière bleue des écrans qui stimule fortement les récepteurs de la rétine, envoyant de ce fait à l'horloge biologique un signal de jour qui retarde l'endormissement et induit un retard de phase. Même des signaux lumineux, minimes ont un impact via la suppression de la sécrétion de mélatonine. De plus, à l'heure où l'activité intellectuelle et émotionnelle devrait diminuer, les réseaux sociaux, internet, les emails peuvent générer une excitation cognitive, tout à fait préjudiciable au sommeil et cette excitation, cette tension, nuisent au ralentissement nécessaire au sommeil et en plus, cette tension peut être, accentuée et relayée par un effet sentinelle qui est exercé par votre appareil ou votre téléphone, qui est laissé allumé en veille toute la nuit sur, la table de nuit. Alors, qu'est-ce qui peut également empêcher la baisse de la température, du corps le soir? Ça va être, un dîner trop copieux, trop épicé, trop gras, de l'alcool en excès, la pratique d'une activité physique intensive le soir, une douche ou un bain trop chaud ou une température trop élevée dans la chambre. Alors la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle est sécrétée par, l'épiphyse et son taux varie en fonction de la luminosité. L'obscurité stimule sa synthèse. On dort mieux dans le noir, donc il faut éteindre toutes les lumières, fermer les rideaux ou les volets.
afin de ne pas être gêné par, les lumières de la ville ou la lumière du soleil le matin. Éviter au maximum, les lumières parasites du type témoin ou écran de veille et puis adopter, le masque de sommeil si nécessaire. L'alimentation joue un rôle très important dans le sommeil. Une alimentation équilibrée, va instaurer et favoriser l'équilibre entre, l'éveil et le sommeil. Certains aliments sont à privilégier pour bien démarrer la journée. Ce sont les aliments riches en tyrosine et d'autres, afin de favoriser la détente et la relaxation le soir, sont les aliments riches en tryptophane. Alors on en vient là à parler des neurotransmetteurs et de leur rôle dans la balance entre le sommeil et l'éveil. Alors vous avez en premier lieu la dopamine qui est le neurotransmetteur du plaisir, des émotions, du désir. Elle influence notre humeur. Quand l'activité de la dopamine est faible, on observe une démotivation, voire une dépression. Cette dopamine, elle est aussi impliquée dans le contrôle de la motricité, dans l'apprentissage, dans la mémorisation, dans le fonctionnement du système immunitaire. Elle est fabriquée vers 7 heures ou 8 heures du matin à partir d'un acide aminé appelé tyrosine qui provient de la décomposition des protéines alimentaires et ce, en présence de vitamine B6, mais aussi de vitamine B9, B12 et de vitamine C. C'est pourquoi une consommation régulière de ces vitamines et en tyrosine permet, la synthèse du neurotransmetteur et peut nous aider à bien démarrer le matin. Vous avez en deuxième lieu la sérotonine qui, elle, est impliquée dans le sommeil en tant que précurseur de la mélatonine. Elle est fabriquée, cette sérotonine, vers 17 heures, également à partir d'un acide aminé qu'on appelle tryptophane et lequel provient de la décomposition des protéines en présence, des vitamines du groupe B, 6, 3, 9 et 12. En dernier lieu, vous avez la mélatonine qui est le neurotransmetteur du sommeil, qui est sécrété à partir de sérotonine en l'absence de lumière, inhibé par la lumière et sécrété entre 21 heures et 22 heures, d'où l'importance de ne pas se coucher trop tard. La synthèse de ces neurotransmetteurs nécessite en outre un statut en fer et en magnésium optimal. Ce dernier, le magnésium, est également régulateur du stress et joue sur la sensation, de détente et de relaxation. Alors, pour vous conseiller en matière d'alimentation et sommeil, on va conseiller d'introduire au petit déjeuner des aliments riches en protéines, les fromages, le jambon, les œufs, qui sont riches en tyrosine, précurseur de la dopamine, facilitant ainsi, le démarrage de la journée et prévenant le coup de barre de fin de matinée. Au goûter, en fin d'après-midi, on peut consommer des fruits secs, des oléagineux, amandes, noix, noisettes, qui sont riches en magnésium et qui contribuent à améliorer l'assimilation du tryptophane, donc précurseur de la sérotonine et de la mélatonine et permettre ainsi une bonne préparation au sommeil. Au dîner, on va conseiller de limiter les viandes rouges qui sont riches en tyrosine et préférer les poissons riches en tryptophane. Consommer également des glucides lents comme le riz, les pâtes, les pommes de terre qui vont améliorer l'assimilation du tryptophane et favoriser le sommeil. Le dîner, au mieux, doit être pris 2 heures avant le coucher. Il doit être équilibré, léger. Pas question cependant de le sauter parce que le jeûne pourrait provoquer un réveil au milieu de la nuit. Ici sont notés, les aliments qui sont riches en tryptophane
Alors vous avez les œufs, les produits laitiers, les légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots secs, le riz complet, la banane, le chocolat, les noix de cajou, les amandes, les graines de courge. Alors les troubles du sommeil, ils touchent 10 à 20 de la population générale. Ce peut être un endormissement long, un réveil nocturne ou des réveils nocturnes, un réveil précoce. Et ce, au moins 3 nuits par semaine sur une période d'au moins 1 mois. Le sommeil qui est devenu non réparateur, c'est-à-dire, suffisant pour permettre d'accomplir les tâches quotidiennes sans fatigue et sans difficulté de concentration. Ce caractère non réparateur du sommeil est le seul critère pour parler de troubles du sommeil. Ce sommeil non réparateur va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, par le biais des apnées du sommeil notamment et de l'hypertension que ça va induire. Peut être pourvoyeur également d'obésité par baisse de la leptine qui est l'hormone de la satiété. Peut, favoriser la survenue de diabète de type 2 par l'intermédiaire de l'augmentation du cortisol qui est l'hormone du stress, une hormone qui est hyperglycémiante. Ça va également favoriser les accidents, hein, bien sûr, par baisse de la vigilance diurne et augmenter le risque de chute chez la personne âgée. Pourvoyeur également de stress, de dépression et à noter également un rôle, infectieux avec une baisse des défenses immunitaires. Donc ici, on résume, les conséquences physiques des troubles du sommeil, somnolence, fatigue, baisse de l'immunité, prise de poids. Des conséquences sociales, décalage dans la vie sociale, baisse de la performance professionnelle ou des activités culturelles. Également, des conséquences psychiques, l'irritabilité, l'émotivité, le stress, des troubles de l'attention, troubles du raisonnement, de la concentration et la dépression. Alors les insomnies ont parfois des causes médicales comme, les douleurs rhumatologiques, le syndrome spécifique des jambes sans repos, les pathologies urinaires, qui peuvent vous forcer à vous lever pendant la nuit, le reflux gastro-œsophagien avec, la survenue de brûlures œsophagiennes, les bronchopneumopathies avec les toux chroniques, qui vous réveillent, les pathologies cardiaques, neurologiques, les causes dermatologiques avec du grattage et puis les apnées du sommeil. Donc, ces nombreuses pathologies peuvent être associées, à des troubles du sommeil et bien sûr, les troubles du sommeil auront pour origine la maladie en cause et non le sommeil en lui-même, bien sûr, hein. Donc on a, des causes psychologiques également, le stress, l'anxiété, la dépression, ainsi que la mauvaise hygiène du sommeil. Alors lorsqu'on avance en âge, on a un sommeil de moindre qualité. La quantité elle-même de sommeil nécessaire varie peu selon l'âge. On a besoin en moyenne de 8 heures chez le jeune adulte avec les variations individuelles dont on a parlé, contre en moyenne 7 heures vers 70 ans. Par contre, la qualité diminue à mesure que les années passent. Le sommeil se fragmente avec des réveils nocturnes. Le temps d'endormissement s'allonge. Il en vient à 45 minutes en moyenne contre moins de 30 minutes chez l'adulte jeune. Les phases de sommeil profond se réduisent. On a, seulement 10 à 15 de sommeil profond et donc on diminue, forcément le temps de récupération. De plus, plus on avance en âge, plus on a tendance à se coucher tôt, avec pour effet, un réveil, très matinal et des risques d'éveil nocturne plus importants. Le sommeil a également un lien très étroit avec la mémoire et le sommeil de qualité va favoriser la rétention des informations et la récupération des souvenirs. À l'inverse, le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité induit des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire et une diminution des performances cognitives. Donc pour optimiser tout ça,
c'est également crucial de veiller à avoir un sommeil réparateur et suffisant. Alors, on va parler un peu du syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui est fréquent, heu, qui consiste en des pauses respiratoires, répétées tout au long de la nuit, le plus souvent, causées par une obstruction des voies aériennes supérieures. Alors vous voyez sur ce schéma comme tout le massif, mandibulaire, inférieur vient appuyer, sur la paroi pharyngée postérieure et donc vient réduire la lumière de la filière, pharyngée, induisant donc des ronflements et au plus, une apnée. Les principaux facteurs d'apnée du sommeil, on constate dans 3/4 des cas une obésité abdominale. Le tabagisme est également impliqué, de même que la consommation trop importante d'alcool qui induit un relâchement des muscles. Des anomalies des voies aériennes supérieures peuvent également être en cause, ainsi que l'édentation, c'est-à-dire, plus de dents du tout ou moins de dents. Également les médicaments sédatifs comme les tranquillisants, les somnifères, les opiacés, également des antécédents dans la famille. Les symptômes en sont des ronflements très bruyants qui se répètent sur toute la durée de la nuit, une impression de ne pas avoir récupéré pendant la nuit, la survenue de troubles de la mémoire et de l'attention, ainsi qu'une irritabilité et une baisse de la libido. Les risques de santé des apnées du sommeil sont, au plan de la morbidité, si on compare à des sujets normaux au même âge, on a 2 fois plus d'hypertension, 3 fois plus d'insuffisance coronarienne et 4 fois plus d'AVC. Autre conséquence, eh bien, des troubles de l'attention, de la mémoire, une irritabilité, un syndrome dépressif et puis les risques d'endormissement au volant avec, les accidents. Le traitement des apnées, bah, ça va être le traitement des facteurs favorisants, perdre du poids, diminuer l'alcool, éviter les hypnotiques, benzo et opiacés et puis 2 traitements plus spécifiques qui vont être appliqués, bien sûr, après avoir, objectivé ces apnées. Si on les suspecte, votre médecin va vous prescrire, une visite chez le médecin spécialisé du sommeil, le plus souvent un neurologue, qui va enregistrer, le sommeil et donc diagnostiquer, ces apnées, leur nombre et cetera, leur intensité et donc ensuite vous prescrire, soit, l'orthèse d'avancée mandibulaire qui est un mécanisme, bon, assez peu contraignant, hein, qui va, avancer votre, massif mandibulaire inférieur, et empêcher ainsi, son rétropositionnement dans le dans de et donc la possibilité d'aller, obstruer la lumière pharyngée. Et vous avez également la pression positive continue. Donc, c'est une pression supérieure à la pression atmosphérique qui est appliquée de façon continue par un masque, donc soit nasal, soit nasofacial, qui va empêcher l'occlusion des voies aériennes supérieures et donc, empêcher la survenue d'apnées. Comme deuxième trouble, spécifique du sommeil, on a le syndrome des jambes sans repos. Qui consiste en des sensations désagréables, des crampes, des fourmis, une chaleur excessive dans les jambes qui empêche la personne de s'endormir et l'oblige à se lever pour marcher, ainsi que des mouvements périodiques. C'est une maladie neurologique qui touche 4 de la population et qui implique un manque de dopamine. Il existe des traitements spécifiques. Vous avez là les liens, vous pouvez vous renseigner plus avant sur amélie.fr ou sur, France EGBOM. EGBOM, c'est l'autre nom de cette maladie. Alors les réponses thérapeutiques aux troubles du sommeil, bien sûr, le traitement des maladies à l'origine des troubles, hein,
la gestion du stress, comme va en parler, longuement, ma collègue psychologue, Aurélie Baumert. Vous avez également la phytothérapie, l'homéopathie, l'acupuncture, des traitements médicamenteux, la mélatonine. Alors, la phytothérapie, eh bien, vous avez de nombreuses plantes, réputées, sédatives, relaxantes, myorelaxantes, anti-stress et cetera. Heu, voilà, elles sont listées là, verveine, mélisse, elles ont, toutes des vertus, apaisantes, donc ne pas hésiter à les adopter dans vos tisanes quotidiennes. Vous avez l'homéopathie, donc soit des produits tout prêts, soit également, bah, ça peut être des prescriptions d'homéopathie, chez vos praticiens homéopathes si vous en avez l'habitude. Ensuite, vous avez l'acupuncture qui est réputée, bien efficace, dans les troubles du sommeil, donc là, pareil, si vraiment vous souffrez de troubles importants, bah, n'hésitez pas à tenter. Ce type de médecine, si vous êtes tenté, si vous en avez si vous en éprouvez le penchant. Alors la question des hypnotiques et des anxiolytiques, ben, en fait, il faudrait les éviter, hein, et là, il faut savoir vraiment différencier les modifications physiologiques du sommeil des insomnies avérées, hein. L'insomnie avérée qui va être établie, avec l'aide de votre médecin traitant, après une analyse fine de votre sommeil à l'aide d'un calendrier et cetera. Si toutefois l'hypnotique paraît nécessaire, on choisira, des produits à demi-vie courte, de préférence à demi-dose chez la personne âgée, pour une durée limitée dans le temps et on veillera au risque d'interaction médicamenteuse en cas de polymédication qui est quand même fréquente dans les tranches d'âge, incriminées. Surtout les médications qui comportent déjà des psychotropes ou des antalgiques majeurs, où les effets peuvent encore se potentialiser et donner des troubles graves. Et puis alors, il y a la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, heu, qui n'est efficace que dans certains cas. Elle n'est efficace que dans les insomnies qui sont dues à un retard de phase, notamment, les mauvaises habitudes avec les couchers tardifs, l'usage des écrans. Chez les personnes qui se réveillent très tôt, également chez les personnes qui souffrent de Parkinson ou de certaines formes de démence pour stabiliser le sommeil. La mélatonine peut aussi améliorer les symptômes du jet lag, mais uniquement pour les voyages vers l'est avec un décalage entre 5 et 10 heures. Et elle n'a pas d'intérêt, si l'insomnie est liée à l'anxiété ou en cas de réveil précoce qui sont dus à une dépression. Alors la mélatonine, elle peut être prescrite. Alors, il y a un médicament, dosé à 2 milligrammes, qui s'appelle le Circadin, et donc qui est, réservé aux personnes qui ont des problèmes de phase de sommeil. Il est sur prescription et non remboursé. On l'a également en complément alimentaire à moins de 2 milligrammes, qui peut alors être intéressante. Mais donc je rappelle que ce sont pour les personnes qui présentent vraiment ce retard de phase, qu'on a pu authentifier avec l'agenda du sommeil, car, si c'est d'un autre trouble qu'il s'agit, on risque au contraire de dérégler complètement le sommeil. Et puis, on a également des compléments alimentaires, alors qui contiennent de la mélatonine. Alors elle est souvent associée à des plantes sédatives comme la valériane ou la passiflore. Alors pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser, si vous avez des troubles réfractaires, dans les centres du sommeil, hein, dans les CHU. Également consulter, les sites internet Réseau Morphée et puis l'Institut national du sommeil et de la vigilance, ces 2 sites sont très intéressants. En conclusion, je vais vous rappeler 10 règles d'or qu'on a évoquées au cours de notre exposé, heu, qui qui concourent à améliorer votre hygiène de vie.
Gardez des oreilles fixes de réveil. Prenez un petit déjeuner complet, riche en vitamine C. Exposez-vous aux lumières vives dès le matin. Effectuez une marche de 30 minutes minimum tous les jours. Aménagez-vous 10 minutes de détente après le déjeuner. Si vous faites une sieste, elle est au maximum de 30 minutes. Ne prenez pas d'excitants après 17 heures, café, thé, soda, la menthe aussi, la vitamine C. Attention au tabac et à l'alcool qui sont aussi des excitants. Réservez une activité de détente pour la fin de journée, la relaxation, la piscine, le yoga. Évitez les pratiques sportives intensives le soir après 19 heures. Ceci retarde l'installation du sommeil. Et puis évitez tout stimulant lumineux après 22 heures. Je vous remercie et je vais céder la parole. Merci beaucoup, docteur Rossler. On retrouvera bien sûr la docteure dans quelques instants après la présentation de Madame Baumer qui va pouvoir nous rejoindre et nous traiterons l'ensemble des questions tout à l'heure. Merci Madame Baumer d'avoir pu nous rejoindre pour cette autre partie où il y aura, vous allez l'expliquer très certainement, une petite partie pratique, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Je vous laisse avec Alors, le joli document. À tout de suite. voilà, rebonjour. Donc, je prends la suite de ma collègue, le docteur Rössler. Et puis, pour passer des journées sereines, en pleine forme, pour des bonnes nuits, bah, je vais vous parler d'abord de la cohérence cardiaque. Je vais également évoquer les routines en soirée pour nuit sereine, les techniques pour se laisser aller dans le sommeil, que peut-on faire en cas de réveil nocturne, d'insomnie. Je vais vous présenter des outils technologiques d'aide à l'endormissement, et puis on va expérimenter ensemble quelques techniques d'auto-hypnose et de sophrologie. Donc c'est à la fois une boîte à outils que j'aimerais vous présenter et un petit peu d'expérimentation. Alors, je vais commencer par la cohérence cardiaque. Donc, c'est une pratique qui a été conceptualisée par le docteur O'Hare. Le docteur O'Hare, c'est un médecin canadien qui s'est installé à Marseille et il a exercé voilà, toute sa vie là-bas. Et pour vous expliquer la cohérence cardiaque, en quelques mots, je vais vous parler de ce que c'est la variabilité cardiaque. En fait, le rythme cardiaque reflète notre état émotionnel. Face à un agent stresseur, notre cœur va accélérer. Et à l'intérieur d'une même minute, par exemple, notre cœur peut accélérer, ralentir des dizaines de fois. Il va vraiment refléter l'état de nos émotions. Et ça, c'est un but d'adaptation par rapport à l'environnement. Et c'est ça qu'on nomme la variabilité cardiaque. Donc, il va vraiment y avoir une synchronisation entre le cœur et le cerveau qu'on appelle la cohérence cardiaque et qui vise à harmoniser notre état émotionnel et notre état physique. Et donc, cette variabilité cardiaque qui amène sur la cohérence cardiaque va nous permettre de garder un équilibre entre les deux systèmes. Le système sympathique, c'est celui qui va se déclencher en cas de stress, de menace et qui va accélérer nos battements cardiaques. Et on a également le système parasympathique. Celui-ci, c'est un système de récupération, de repos, de relaxation. Il va ralentir le rythme cardiaque. Il agit aussi également en cas de grosse peur si on est figé. Ça, c'est un autre domaine. Voilà. En tout cas, la cohérence cardiaque, c'est faire des exercices respiratoires qui vont permettre de mieux réguler le rythme cardiaque et donc avoir une influence sur notre état émotionnel, être plus paisible, moins stressé. Alors, oui, du coup, j'ai un petit souci. Voilà, je voulais vous présenter donc la fenêtre de tolérance émotionnelle. En fait, c'est comment nos émotions varient dans une journée. Quand on sort par le haut de la fenêtre de tolérance, on a une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation du rythme respiratoire. C'est en cas de stress. On va être dans une situation d'angoisse, de panique. Là, ils ont mis sur le dessin le schéma surstimulation. Ou bien le contraire, on peut sortir par le bas de cette fenêtre de tolérance émotionnelle.
ou en se dissociant, se déconnectant, en étant plutôt dans le burn-out, la dépression. Et je vous ai mis ce schéma pour simplement vous expliquer que plus on pratique la cohérence cardiaque et plus on arrive à augmenter cette fenêtre de tolérance cardiaque, de tolérance émotionnelle et moins sortir vers le haut ou vers le bas. Sachant que cette fenêtre-là, en fonction de notre vécu, des traumatismes qu'on a, des blessures, des traumas transgénérationnels, elle est plus ou moins petite déjà. Voilà. Alors du coup, les bienfaits de la cohérence cardiaque, eh ben, en pratiquant régulièrement cette technique, on va avoir une amélioration du sommeil, une meilleure gestion du stress, de la régulation émotionnelle, un calme, un bien-être immédiat. On peut augmenter son attention, sa concentration. Il y aura aussi un effet sur la réduction de la tension artérielle et une meilleure régulation du poids. Alors, il faut savoir si dans une pièce, il y a quelqu'un qui se met en cohérence cardiaque, il y a fort à parier que les autres personnes de la pièce vont se coordonner et calquer automatiquement leur rythme respiratoire à celui de la personne en cohérence cardiaque. Voilà, nos cerveaux réagissent ensemble et la personne qui est en cohérence cardiaque va apporter du calme aux autres également. Alors, je vais vous expliquer un peu plus comment on peut la pratiquer. Il y a de nombreux ouvrages, hein, sur la question si vous voulez aller, plus loin que ce que j'explique, mais la règle, c'est les 3-6-5. On doit faire cette pratique 3 fois par jour pour qu'elle soit efficace. Après, je vais vous proposer d'en faire une ensemble. Vous allez voir, ça va vous apaiser, ça va être agréable sur le moment, peut-être relaxant, un peu de détente. Mais si on veut vraiment qu'elle soit efficace, cette pratique, si on veut augmenter notre fenêtre de tolérance émotionnelle, si on veut être plus calme, plus posé dans la vie, il faut vraiment la faire 3 fois par jour et tout le temps. Alors, en plus, pour compliquer le tout, ces 3 fois par jour doivent être à des moments très précis. Ça doit être au lever, tout de suite, avant le déjeuner. Passez aux toilettes et vous faites vos 5 minutes de cohérence cardiaque. Ensuite, avant le déjeuner et puis ensuite vers 17-18 heures. Alors pourquoi ces 3 moments? Parce qu'en fait, entre 2 cohérences cardiaques, à chaque fois, ça nous prépare à gérer le stress de la journée. Donc on le fait le matin tout de suite pour préparer la prochaine période. On le fait avant le déjeuner parce que ça aura un impact aussi sur le coup de barre après le repas et on va gérer le stress de l'après-midi dans la journée, dans l'après-midi et ensuite en fin de journée pour gérer les événements de la soirée. Faire une cohérence cardiaque avant de se coucher, c'est quelque chose qui peut être agréable, mais on n'en a pas besoin tellement la nuit, vu que la nuit, on est au calme et c'est OK. C'est surtout pour préparer un temps d'activité qu'on va la faire, un temps où il se passe plein de choses dans nos vies. Et donc, c'est 3 fois 5 minutes de pratique. 6 parce que c'est 6 cycles respiratoires par minute, ce qui fait 30 en l'espace de 5 minutes. Alors, la cohérence cardiaque, c'est très pratique parce qu'il existe plein d'applications que vous trouvez sur Internet, des applications qui sont gratuites comme Respirelax, Respirotech. Maintenant, si on veut aller plus loin, on peut investir dans des capteurs de battement cardiaque. Ça, pareil, on trouve assez facilement, mais les applications peuvent suffire. L'étape d'après les applications, c'est pouvoir faire la cohérence cardiaque sans. Et là, on peut s'entraîner en déclenchant un minuteur et il y a 2 solutions. Soit vous faites vos cycles respiratoires et vous les comptez. Et au début, peut-être que vous en aurez 40 en 5 minutes. Et au fur et à mesure, vous arriverez à 30 à force de la pratiquer. Soit vous les comptez comme ça, ou alors vous vous mettez carrément à table ou à un bureau avec une feuille, du papier et vous dessinez vos cycles respiratoires et à nouveau vous les comptez. C'est 2 techniques qui marchent bien. Voilà, mais pour débuter, les applications peuvent être aussi, très bien. Voilà, donc vous pouvez trouver les différents ouvrages comme ceux du docteur Howard pour approfondir vos connaissances
Et puis, ce que je vous propose, c'est maintenant de faire, un petit exercice ensemble, une petite cohérence cardiaque, de se prendre ce temps-là ensemble. Il va y avoir une vidéo, donc je vous propose, de vous installer confortablement et puis peut-être de prendre juste une première respiration comme ça, ici et maintenant, et de sentir vos pieds ancrés dans le sol, votre assise sur une chaise ou un canapé. Et puis juste comme ça, on va commencer. Il suffira de calquer votre respiration à l'habit qui oscille. Et je mets en route la vidéo et puis je vous propose une belle séance de pratique de cohérence cardiaque.
Voilà, je vous laisse revenir en douceur dans l'environnement où vous êtes. Prendre le temps de vous étirer, peut-être de bâiller, de regarder si quelque chose est un peu différent, vous, depuis ce petit moment de douceur dans la journée. Peut-être de reprendre une bonne respiration avant de passer à la suite de cette conférence. Alors, comme vous l'avez sans doute constaté, faire ces 5 minutes juste là, maintenant, ont permis une certaine détente, une certaine relaxation, juste là. Mais ce sera vraiment la répétition, 3 fois par jour, pendant de longs mois, qui aboutissent à plus de calme, de sérénité en journée, à une meilleure régulation du stress et pas juste une fois. Alors le motif que je vous ai présenté là, il y a de la musique, mais pour les puristes, normalement, il y a pas de musique, c'est juste les respirations et si on peut, on essaye de méditer, de rester sur sa respiration en même temps. Mais si on n'y arrive pas, c'est aussi OK. Je vous ai également proposé de bâiller, de vous étirer parce que quand on parle du stress, tout ce qui est bâillement, tout ce qui est étirement nous fait redescendre au niveau de la gestion des émotions et du stress. Voilà, on va être reparti pour la suite après ce petit moment agréable. Donc je vais vous présenter les routines qu'on peut faire en soirée pour une nuit sereine. Alors ma collègue l'a un petit peu abordé. Donc quel est le temps qu'on se consacre à être dans le calme, à faire quelque chose pour soi, pour se laisser glisser après plus facilement dans le sommeil. Chacun a ses petites choses favorites, mais on peut les développer pour être peut-être plus au calme, pour avoir ce temps de préparation qui permet une meilleure préparation pour se coucher. Alors certains vont avoir des rituels de beauté du soir, comme se mettre de la crème sur son visage, ses mains. Et puis peut-être le faire en pleine conscience, tout en sentant l'odeur de la crème, le contact de ses mains sur le visage. Peut-être faire de la méditation, ça peut être une bonne idée avant de se coucher, de la sophrologie. Il existe des exercices d'auto-hypnose, de l'acupression aussi. D'autres personnes vont boire une tisane, mais dans ce cas-là, il faut faire attention au risque de levée nocturne. On peut mettre des huiles essentielles dans sa chambre. Alors, pas faire de sport effectivement dynamique avant de se coucher, comme l'a souligné ma collègue le docteur Rossler, mais par exemple faire des étirements, du yin yoga. Ça permet vraiment de détendre son corps pour mieux le préparer au sommeil. On peut mettre aussi un peu de musique relaxante. On peut préparer sa chambre avec des lumières apaisantes. Bien sûr, encore une fois, éviter les lumières bleues, les écrans. Et puis peut-être qu'on peut se préparer une activité douce comme du tricot, faire des puzzles, la lecture d'un livre, du coloriage pour adultes. Peut-être s'occuper de son animal de compagnie permet aussi d'avoir plus de calme, voilà, de chasser le stress de sa journée. Tout ce que je vous donne, ce sont que des exemples, que des pistes d'idées. À chacun, en fonction de qui on est dans la vie, de ce qu'on aime, de trouver ce qui peut être OK pour soi, pour être plus apaisé. Voilà. Alors, maintenant, je vais aborder ce qu'on peut faire en cas de réveil nocturne et d'insomnie.
Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à rester dans leur lit. Or, au bout de 30 minutes d'éveil, il faut se lever, quitter la chambre. C'est vraiment important. Si vous avez des éveils réguliers au milieu de la nuit, le mieux c'est de prévoir une activité calme que vous allez faire durant ce temps d'éveil et de la prévoir à l'avance. Parce que la nuit, quand on n'est pas voilà 100% OK, se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant, etc. Ça peut être plus compliqué. Donc de préparer, que ce soit son tricot, ses mots croisés, son magazine à lire, son livre ou autre chose qui serait là, prêt à l'avance, dans le cas où il y a souvent des éveils nocturnes. Encore une fois, prendre le temps de s'étirer, de bâiller plusieurs fois est important pour se rendormir, pour s'y remettre. Peut-être boire un peu, une demi-tasse de tisane. De nouveau, pas trop. Il faut aussi éviter de regarder l'heure toute la nuit. Plus vous regardez l'heure, plus ça va générer un stress et avoir des difficultés, à vous rendormir. Alors autre chose qui est, très important aussi, quand on dort, souvent la thermorégulation se fait mal. Alors là, après nos jours de canicule qu'on vient de traverser, cet exemple n'est peut-être pas le bon pour aujourd'hui. Mais donc l'idéal, comme le disait déjà ma collègue, c'est d'avoir, une température de la chambre qui ne soit pas trop élevée, mais de mettre des chaussettes sur les pieds. A priori, comme nos ancêtres qui avaient vu tout juste, le fait de surchauffer les extrémités, eh ben, le corps finit par se réguler tout seul et à se calmer et les gens sont plus enclins à se laisser aller dans le sommeil. Alors est-ce que c'est vrai en cas de canicule? Je ne sais pas, mais en tout cas pour le reste de l'année, c'est une technique qui peut être à pratiquer. Voilà. Il existe aussi des podcasts spécialisés dans les insomnies que vous pouvez trouver en ligne. Voilà, ça peut être aussi, une autre piste. Là, maintenant, je vais vous parler des outils technologiques, et de confort pour favoriser l'endormissement. Alors ces dernières années, il y a eu vraiment un développement de tous ces outils. Vous en trouvez pour tous les goûts et à tous les budgets. Alors il existe des applications qui proposent de la méditation ou des histoires hypnotiques, pour adultes. Elles sont souvent payantes. Le seul souci, c'est que c'est de la lumière bleue, que c'est encore une fois quelque chose de connecté. Bon alors certaines personnes l'utilisent et c'est OK pour elles. Il existe des couvertures, lestées. Alors le fait d'avoir une couverture qui peut avoir un poids jusqu'à 12 kilogrammes, hein, ça se vend avec différents poids, permet une sécurité, permet, un confort et les gens se laissent aller, dans le sommeil plus facilement. Pareil, en cas de canicule, en ce moment, ça va peut-être être un peu plus difficile. Voilà. Il existe aussi des appareils de cohérence cardiaque, mais là, c'est un appareil qui fait de la lumière et il faut calquer sa respiration à la lumière. Donc avoir une lumière la nuit, c'est pas forcément terrible, hein, pour l'endormissement. Pour certaines personnes, ça va être OK et pour d'autres, elles ne vont pas supporter cette lumière et ce sera pas, quelque chose d'utile. Il existe des box de méditation toutes faites qui sont non connectées, qui peuvent être, utiles et intéressantes. Ils ont développé aussi des coussins vibrants. Il suffit de le poser sur le ventre et à chaque fois qu'il y a une vibration, on envoie sa respiration, dans le ventre, dans le coussin, on la visualise et puis ça permet d'être plus calme, plus serein. Il existe des masques d'hypnose aussi et puis bien sûr avoir un matelas adapté, un oreiller ergonomique. Il y a vraiment le choix. Alors certaines personnes n'ont pas du tout besoin de ces outils et trouvent, d'autres techniques et puis d'autres vont trouver le bonheur là-dedans. Je vous invite à chercher ce qui peut, vous aider, vous donner du confort. Voilà, alors je vais passer maintenant à une partie qui sera plus, pratique. Je voulais vous parler du 5-4-3-2-1, un nom très compliqué qui est un exercice, d'auto-hypnose pour à la fois, gérer les débordements émotionnels en journée et retrouver le calme, mais il est aussi utile la nuit pour se rendormir. Alors je vais vous l'expliquer dans les 2 versions, donc la version jour. En fait, on va simplement se concentrer sur 5 choses qu'on voit. Je vois la chaise, je vois la fenêtre, je vois la plante, je vois les lunettes, je vois l'autre lampe et puis je respire. Et puis 5 choses que j'entends,
Bon là, j'entends pas grand-chose, j'ai le casque, mais ça peut être j'entends la circulation, j'entends les bruits de mes collègues, j'entends le bruit d'une porte, et cetera. 5 choses que je sens. Je sens mes pieds dans la chaussure, je sens mes mains, sur mon leggings. Peut-être que je peux sentir, le bureau, on peut sentir, un tissu, le tissu de son t-shirt ou peut-être, je peux sentir mon collier qui est juste là. Mais on peut sentir aussi une odeur de cuisine, on peut sentir, le vent sur son visage, la pluie, voilà. Et puis après ces 5 choses, on va respirer et on va regarder dans notre corps. Si c'est OK, si c'est OK, on s'arrête là. Si c'est pas OK, on recommence et on fera 4 choses que je vois, 4 choses que j'entends, 4 choses que je sens et on respire et on regarde c'est comment dans notre corps et on s'arrête si c'est OK et si c'est pas OK, il y a le 3, le 2, le 1. Alors c'est un exercice qui est utilisé lorsque les premiers secours arrivent sur le lieu d'un accident. Ils vont prendre la main de la personne en disant: «Madame, madame, vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez?» C'est un peu le même genre. C'est vraiment un exercice d'ancrage où on revient très vite ici et maintenant. Et justement, quand on est sorti de cette fenêtre de tolérance émotionnelle et que tout notre corps est activé en stress, le fait de décrire ces 5 choses qu'on voit, qu'on entend, qu'on sent, on va rentrer très rapidement dans cette fenêtre de tolérance émotionnelle parce qu'on sera sorti de la boucle d'idées, négatives et on sera juste revenu dans l'ici et le maintenant. Alors la seule chose dans les 5 choses qu'on voit, on va pas se dire: «Oh là là, je vois le panier de linge et il faudrait que je fasse le repassage». On reste sur: «Je vois le linge, il y a un t-shirt rouge, un t-shirt vert». On ne rentre pas dans la pensée, on ne juge pas ce qu'on voit. On est juste là pour que notre cerveau arrête de blablater et revienne juste ici et maintenant. Les 5 choses que j'entends, ben, parfois on les trouve pas. Si vous en trouvez que 4 ou 3, c'est OK. On rajoute pas du stress au stress. Parmi les 5 choses qu'on sent, on va pas dire: «Oh là là, je me sens pas bien, j'ai mon rythme cardiaque qui a augmenté». C'est vraiment parce que là, ça va générer du stress en plus. Mais, je sens la paume de mes mains et puis je sens mes bijoux, à mon poignet. On revient vraiment sur des choses matérielles, des choses basiques. Alors ça, c'est pour la version de jour, mais comment on fait pour la nuit? Eh bien, pour la nuit, c'est comme compter les moutons, en fait. Vous connaissez votre chambre, même dans le noir ou les yeux fermés, vous savez, de quelle couleur est votre tapisserie, où est-ce que vous avez votre tableau, votre armoire, votre porte et vous décrivez, votre porte, votre tapisserie, votre armoire et c'est pas intéressant du tout pour votre cerveau de décrire toute la chambre. Et donc, au bout d'un moment, les gens vont lâcher prise sur les idées qui bouclent ce qu'on ressasse de la journée parce qu'on est dans cette chose pas du tout intéressante qui est d'écrire juste ce qui est là. Les 5 choses que j'entends, pareil, la nuit, on va pas forcément y arriver, mais ça va être j'entends un léger bruit de circulation, un craquement dans l'appartement, dans la maison, la respiration de mon conjoint et si on a que 3, c'est OK. Les 5 choses qu'on sent, ça va être, je sens mes pieds sous les couvertures, je sens mon vêtement de nuit, je sens le drap. Peut-être que, je peux sentir, mon oreiller et puis peut-être en dessous, c'est plus froid et puis on respire et on regarde comment c'est. Le but, c'est vraiment de se poser, de s'éloigner de toutes ces pensées qui bouclent pour se laisser aller tranquillement et sereinement dans le sommeil. Alors, je vous propose de prendre quelques instants et de le faire ensemble, juste là, maintenant. Alors, pour ça, je vous propose simplement de prendre déjà une bonne respiration, juste ici et maintenant. Et de regarder quel est votre état émotionnel, juste là. Si c'est OK, si c'est agité. Et peut-être vous donner une note entre 0 à 10, 10 étant le plus d'émotion, 0 étant très très calme, que c'est OK. Et puis quand c'est fait, prenez encore une bonne respiration. Et quand vous êtes prêts, je vous laisse, chacun là où vous êtes, dire à voix haute ou mentalement 5 choses que vous voyez sans rentrer dans la pensée. Allez-y, et puis moi je respire tranquillement à vos côtés pendant que vous faites ça. Et quand vous avez dit ces 5 choses-là, vous prenez bien 2 profondes respirations.
Ensuite, je vous laisse trouver 5 choses que vous entendez juste là. Alors peut-être que c'est pas facile parce que certains d'entre vous ont des casques. Mais c'est OK, on fait ce qui est possible juste là. Et prenez le temps de respirer doucement. Et quand vous serez prêt, je vous laisse chercher 5 choses que vous sentez juste là, maintenant. Et puis à nouveau, prendre de profondes respirations. Et puis quand c'est OK pour vous, je vous laisse de nouveau bâiller, vous étirer, revenir juste dans les sensations de votre corps au moment où vous vous étirez, vous bâillez, peut-être bouger les épaules, peut-être reprendre une bonne respiration. Et puis je vous laisse prendre un petit instant pour regarder si un petit quelque chose est différent, changé dans votre corps. Tout petit peu plus détendu. Peut-être que votre note que vous avez donnée, de 0 à 10 au niveau de vos tensions, de l'émotion qui est là, peut-être qu'elle a un petit peu bougé maintenant. J'espère que c'est OK pour vous. On va continuer. J'aimerais encore vous présenter un outil. Alors ce dernier outil, c'est la respiration au carré. Cet outil, c'est plus un outil de sophrologie. Ah, merci pour les retours. Super. Et en fait, c'est pareil que le 5-4-3-2-1. On peut à la fois l'utiliser pour s'endormir, mais on peut aussi l'utiliser en journée quand on a un grand stress. Mais ça aura un autre effet que le 5-4-3-2-1. Parce que si vous voulez, le 5-4-3-2-1, c'est comme un bouton rouge, un buzzer, on appuie et on redescend immédiatement. Alors que si en journée, vous êtes trop activé émotionnellement, trop speed, il faudra d'abord passer peut-être par le 5-4-3-2-1 pour vraiment redescendre et ensuite passer par la respiration au carré. J'ai également oublié de vous dire, quand on est en dehors de la fenêtre de tolérance émotionnelle, quand on est activé, on ne peut pas faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un outil quand on est neutre, quand on est dans notre fenêtre de tolérance émotionnelle qui va permettre de l'agrandir. Mais quand on est comme ça, faire une cohérence cardiaque, ça va être compliqué. Le 5-4-3-2-1, c'est vraiment un outil efficace. On revient à ce qui est juste là autour de nous. On revient sur la terre du plancher des vaches et puis on sort de nos pensées. Alors que la respiration au carré ou la cohérence cardiaque, ça va être des outils qu'on va utiliser en deuxième intention. Donc la respiration au carré, pour se laisser endormir, c'est OK, mais pas si on a un gros stress, pardon. Donc là, les bénéfices, pareil, réduction du stress, amélioration de la santé cardiovasculaire et une meilleure oxygénation du cerveau. En fait, c'est un exercice de respiration où on va visualiser, on va visualiser un carré et en visualisant ce carré, on va inspirer sur 4 secondes. Ensuite, on va bloquer la respiration sur 4 secondes, expirer 4 secondes et bloquer 4 secondes. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important par rapport à la cohérence cardiaque, mais ça peut être aussi la respiration carrée. Normalement, c'est 5 secondes l'inspiration pour la cohérence cardiaque et 5 d'expiration. Maintenant, certaines personnes, au début, n'arrivent pas à tenir les 5 inspirations et expirations. C'est OK si au début, on commence à 4. Voilà, et sur les applications, vous pouvez régler ces temps-là. Là, pareil, je vous propose un exercice sur 4 secondes, mais il ne faut pas vous mettre en difficulté ou vous rajouter du stress au stress si ce n'est pas possible pour vous. Il faut faire en fonction de vos possibilités et adapter les exercices. Alors, je vois juste une question. Doit-on respirer pendant les 5? Je pense que c'est pendant les 5 choses qu'on fait. Alors, oui, on respire, donc j'interromps, on regarde la fenêtre et puis on respire, on dit: «Je vois la fenêtre, je vois, la lampe», mais surtout on respire quand on a fait les 5 et là on prend 2-3 respirations et ensuite on fait les 5 suivants.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Je vais continuer, du coup sur la respiration au carré. Je vous propose d'en faire une ensemble. Et puis à nouveau, je vous laisse juste sentir votre ancrage sur la chaise, le canapé, votre assise, vos pieds dans le sol. Et puis on y va ensemble, comme ça. Et puis je vous laisse, prendre une première inspiration sur 1, 2, 3, 4 et puis bloquer. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Là aussi, c'est difficile par visio. J'ai fait, ce rythme-là. Maintenant, il faut le faire plus ou moins rapidement en fonction de comment c'est. Voilà. Oh, je ne l'ai pas fait, étirez-vous encore si vous en avez le besoin. Bougez de nouveau les épaules, voilà. Alors celui-ci, ce qui est bien, c'est que c'est visuel. En même temps, vous vous représentez le carré, vous suivez et ça aide à un retour, au calme. Voilà, on en arrive à la conclusion. J'espère que, ces moments vous ont fait du bien, que vous avez trouvé, plein de pistes à explorer, à creuser, plein d'outils, pour l'endormissement, pour la gestion du stress en journée. En tout cas, c'est juste un panel d'outils, d'idées. Il existe encore de nombreux autres outils, j'ai pas pu tout présenter, hein, qui peuvent être bénéfiques, hein, autant sophrologie, méditation, hypnose, acupuncture et puis pourquoi pas faire, du qigong, du tai chi. Enfin, c'est vraiment à chacun de trouver ce qui lui convient. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Moi, je vous souhaite, une très bonne continuation et puis de belles nuits de sommeil. Voilà. Merci beaucoup, Madame Baumer, d'avoir pu nous accompagner et vous avez des très larges remerciements. On va prendre quelques questions. Si le docteur, Madame Rossler, peut nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Merci à vous, mesdames, pour cette qualité de conférence. Je vous propose quelques questions pour peut-être Madame Baumer en premier lieu. Y a-t-il une solution pour des crises, pour calmer des crises d'aérophagie, pardon? Alors là, je suis vraiment navrée. Je crois que c'est pas trop mon domaine. Donc, là, ça va alors on peut travailler autour du stress d'avoir une crise d'aérophagie, plutôt de ce côté-là, de mon côté en tant que psychologue. Parce que c'est toujours la peur de la peur d'avoir, une crise d'aérophagie ou une crise d'autre chose. Donc Oui, on va plutôt travailler, en amont que, voilà. J'espère que je réponds un petit peu à la question et en bien amont, je sûr. vous ai déjà donné, quelques réponses. Si, oh là là, j'ai peur de faire une crise et cetera, et ben, on revient au 5, 4, 3, 2, 1, à sortir en fait du bouclage des pensées. Vu que notre cerveau est tellement efficace qu'on peut avoir jusqu'à 50 nouvelles idées par minute. Mais nos 50 nouvelles idées par minute vont être des idées négatives. Oh là là, je risque d'avoir une crise, ça va être terrible, ça va être sûr, ça va être affreux et on boucle, on boucle. Donc c'est on revient ici et maintenant, on n'est pas en crise, c'est OK. Donc on fait de la respiration, on fait un 5, 4, 3, 2, 1. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce qu'on fait bien ces exercices au bord du lit avant d'aller au lit ou à quel moment on les fait, ces exercices de respiration? Est-ce que vous pouvez le répéter Alors, tout avant de dépend. s'endormir? Pour s'endormir, vous pouvez, les faire coucher, à part la cohérence cardiaque, hein, comme je vous l'ai expliqué, ça c'est vraiment une pratique qu'il faut faire assis et 3 fois par jour à des moments différents. Mais là, la respiration au carré ou le 5, 4, 3, 2, 1, c'est vraiment pour se laisser, aller dans le sommeil, donc on reste dans la position qui nous convient dans le lit. Maintenant, si vraiment on a envie de faire sur son canapé à 1 heure avant de se coucher, déjà
une petite respiration au carré, bah, c'est OK. On fait au moment aussi où ça nous tente, où on en a besoin. Merci beaucoup, Madame Baumer. Toujours des retours très positifs qui nous arrivent en parallèle. Y a-t-il une autre question? Alors oui, je n'ai pas de problème d'endormissement. Je m'endors moins de 2 minutes après mon coucher. Par contre, je fais des micro-réveils de quelques minutes, quelques fois plus longs. Quelle méthode dois-je appliquer pour garder mon énergie toute la journée? Je suis fatigué souvent vers 10h du matin. Est-ce que une de vous deux peut peut-être prendre un exemple et répondre à la question? Bah, je dirais déjà, il faut que la personne, sur un plan médical, vérifie qu'elle n'a pas justement les fameuses apnées du sommeil, parce que ça peut être un signe, hein, de réveil, intempestif comme ça, fréquent, pas forcément très long, mais surtout avec une impression de pas être vraiment bien, de pas avoir vraiment bien récupéré au matin. Donc ça, je pense que c'est la première chose à voir, et puis ensuite, eh ben, tâcher d'appliquer les conseils que nous a donnés, madame Baumert, hein, pour essayer de se rendormir. Mais je pense qu'en premier lieu, quand c'est comme ça des petits réveils successifs, de vérifier ce point-là. Merci, docteur. Hem, alors, la respiration au carré, on expire bouche ouverte ou fermée, on l'avait expliqué, de maintes fois. Je vous rappelle quand même qu'il y a aussi le replay, hein, et donc vous pourrez reprendre et isoler, si vous le souhaitez bien sûr, les moments, des explications pour, retravailler, cela au fur et à mesure et vous habituer et rester dans une routine par rapport aux explications de madame Baumer qui ont été, précises tout à l'heure. C'est vrai que ça passe vite ensuite. On poursuit pour le 3-6-5. Si on ne déjeune pas, comment fait-on? Bah, c'est bien pas bah, on le fait quand même, c'est OK. Il n'y a pas de de contre-indication. Non? C'est parfait. Où trouve-t-on des masques d'hypnose? Alors, je n'ai pas le droit de faire la publicité ici, mais internet, vous éclairera. Vous tapez dans la barre de recherche et vous aurez une liste, de D'accord. revendeurs qui va s'afficher, je pense, assez rapidement. Merci. Une autre question, quand je me réveille la nuit, je me lève, je m'installe dans mon enfin c'est un retour en tout cas. Je m'installe dans mon fauteuil sur mon balcon et je regarde le ciel, voilà, donc on peut aussi donner les conseils qui fonctionnent, hein, pour chacun Oui, et chacune. Alors bien sûr, il faut avoir un balcon, mais la personne, l'hiver comme et l'été, s'équipe et finalement, fait une pause, sur son balcon. Est-ce que ce sont des conseils effectivement que vous pouvez, donner? Est-ce que aller vers l'extérieur est possible aussi en sécurité, hein, bien entendu, marcher, quelques instants dans son jardin par exemple, si on en a un jardin? a alors oui, alors moi je travaille avec tout ce qui est bon à prendre pour chacun en fonction de qui on est et vous vous connaissez et d'aller vers ce qui est bon pour vous. Et puis j'ai envie de dire, dans les pays nordiques, on fait dormir les bébés dehors en hiver pour qu'ils s'endorment, rapidement. Ça choque personne dans les pays nordiques, dans les crèches, ils ont l'espace dehors pour les berceaux. Donc si effectivement, et puis c'est peut-être qu'il y a un souci aussi au niveau de la température de la chambre peut-être à voir à ce moment-là? Oui, on rappelle, hein, je crois que Ouais. c'est 19 degrés, me Oui, oui, semble-t-il, hein? 19 degrés, oui. Effectivement, alors j'ai une autre question peut-être pour le docteur. Que pensez-vous, des implants au niveau du thorax pour remédier aux apnées du sommeil? Je ne sais pas si c'est une solution que vous avez pu, voir et connaître? Oui, bah, c'est pas c'est moins efficace a priori que la pression positive, hein, qui est quand même, le traitement de référence. Bon, c'est pas encore très, très pratiqué, mais voilà, il y a pas encore eu de retour, si vous voulez, d'efficacité. Pour l'instant, le plus efficace, c'est quand même la pression positive continue au masque. Avec des dispositifs qui se miniaturisent quand même, assez rapidement. Donc, les personnes qui les utilisent, considèrent qu'on est quand même,
bien amélioré et que le confort de la nuit est respecté, quoi, qu'il y a pas de contraintes vraiment très importantes de ces masques. Merci. Alors, une autre question, docteur. Comment restructurer un sommeil après 2 ans d'un sommeil de 1 à 2 heures affecté par des douleurs de polyarthrite? Quelle est la bonne, démarche à faire? Aller voir son docteur généraliste, je suppose, en premier. Oui, 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 faire vraiment un diagnostic du sommeil, f tenir un calendrier, faire, si besoin, un enregistrement, parce que c'est vraiment des pathologies très lourdes, hein, donc vraiment, vous faire suivre médicalement. Là, je pense qu'il faut pas être dans son coin, à essayer des traitements, pas traitements et cetera. Peut-être au début induire avec un léger un léger petit médicament. Enfin, c'est vraiment un problème, à reprendre avec son médecin. On ne peut pas donner comme ça des conseils, et puis, comme l'a bien souligné ma collègue, on se connaît soi-même, le sommeil est vraiment individuel à la personne et là, dans ce cas précis, je vous invite à vous tourner vers votre docteur traitant quand il s'agit de telles pathologies. Bien sûr. Et bien sûr, voilà, les techniques de madame Baumer, entre autres, sont complémentaires avec, le suivi, médical que vous pouvez, tous prendre auprès de votre docteur généraliste. Merci beaucoup. On va peut-être appeler, madame Koning à nous rejoindre aussi, pour conclure, ce rendez-vous, à Gérardco, les mardis de la Gérardco. Je vais, mettre aussi, dans quelques instants, après vos dernières réponses sur le sondage, de satisfaction, les informations importantes pour les prochains rendez-vous à Gérardco qui vont reprendre le 2 septembre prochain pour la reprise. Et ensuite, on aura aussi une autre conférence le 30 septembre. Je vous laisse, Madame Koning, nous préciser tout ça peut-être et nous Oui, dire tout à fait. un petit mot. Donc effectivement, on arrive à la conclusion de cette visioconférence sur le sommeil. Donc je remercie déjà le docteur Rössler Bien et sûr. Aurélie Baumert pour leur intervention. Je tiens également à remercier, toutes les personnes qui ont suivi aujourd'hui, cette visioconférence. Je pense que vous avez trouvé, bon nombre d'éléments dans tout ce qui a été partagé par, le docteur Rössler et Aurélie Baumert et que ces éléments, vont vous servir pour passer un bel été et trouver un sommeil de qualité et réparateur. Et effectivement, les mardis de l'Agir Carco, vont prendre, des vacances, à partir de d'aujourd'hui puisque c'était la dernière séance, sur le mois de juillet et reprendre, début septembre puisque dès le 2 septembre, il y aura une session qui va démarrer sur les aidants et un sujet prévention que vous retrouverez dès le 30 septembre, et qui concernera l'alimentation, plutôt la nutrition avec, une visioconférence sur, à l'aise dans mon assiette en hiver. D'ici là, moi je vous souhaite de passer un bel été dans tous les cas. Merci, mesdames, merci, madame Baumer, merci, docteur, Nicole Rössler et madame Koning, un très bel été aussi à vous. Au plaisir de vous retrouver sur les mardis de la Gérardco, en septembre. À bientôt. À bientôt, au Merci. revoir. Au Au revoir revoir. mesdames, merci à vous. Alors je reste encore quelques instants, tout simplement pour, faire le retour sur cette conférence que vous pourrez retrouver sur le thème de la prévention. À l'aise dans mon assiette en hiver, c'est le rendez-vous, du, 30 septembre prochain. Et puis, pour la rentrée, la vraie rentrée des classes, elle se fera comme avec les enfants le 2 septembre et dans Où trouver le soutien et le répit dont vous avez besoin. C'est madame Amandine, Plinguet, qui sera, présente à vos côtés, sur ce rendez-vous des mardis, de la Gérardco. Je vous rappelle que vous avez un programme, qui est, toujours, consultable grâce à l'appui bleu, sur le bouton bleu, pardon, et vous avez ainsi, une très grande diversité de sujets qui vous seront proposés tout au long de l'année à partir du 2 septembre, date de rentrée. Je vous laisse prendre un bel été. Bien sûr, Happy Visio se poursuit. Il y a les replays qui seront disponibles durant 6 mois et vous pourrez retrouver ainsi les exercices de Madame Baumer, entre autres, et les bons conseils du docteur Rössler directement sur le replay dès cette fin de journée.
une très bonne fin de journée à toutes et à toutes. Merci d'avoir pu suivre notre rendez-vous des mardis de la Girarco et je vous souhaite de bonnes vacances et à très vite. Bel été. Au revoir.